Une ville proche du pôle logistique de Pakhovsk est si intensément pilonnée que de récentes images de drones montrent des rues entières de Myrnorad à peine reconnaissables, alors qu'elles ne se trouvent qu'à environ 12 km de Pakhovsk. Aujourd'hui, une étrange machine se dirige vers ces ruines. Un char T-62 de l'ère soviétique, doté d'une carapace métallique soudée, un char tortue, conçu moins pour sa puissance de feu que pour sa survie face à la menace constante des drones FPV. C'est le genre de champ de bataille où le plus grand danger n'est pas le canon d'un char, mais le combat invisible des signaux, où le GPS peut être brouillé, les liaisons vidéo coupées et un drone transformé en un poids mort en plein vol. Les enjeux ne sont pas locaux. En une seule semaine récente, l'Ukraine a rapporté que la Russie avait lancé plus de 1300 drones, 1400 bombes guidées et près de 100 missiles, ce qui signifie que la pression monte simultanément sur l'ensemble du front. Bienvenue sur l'échiquier global, votre source d'analyse approfondie des stratégies militaires et des dynamiques de combat. Ainsi, si une colonne mécanisée venait à percer les points d'étranglement autour de Myrnorad, la pression atteindrait les lignes d'approvisionnement vitales de Pakhovsk et la défense pourrait rapidement céder. Mais le véritable enjeu est ailleurs. La manœuvre décisive pourrait ne pas être une coordonnée GPS parfaite ou un flux vidéo impeccable. Elle pourrait résider dans un simple repère visuel sur une route, placé sous brouillage, qui guidera un drone FPV vers le véhicule de tête, transformant ainsi un convoi entier en un embouteillage d'acier en feu. Le premier combat près de Myrnorad commence des heures avant l'apparition de tout convoi, car l'Ukraine s'efforce de déterminer où les blindés russes seront autorisés à se déplacer une fois que la lumière du jour exposera chaque route. Dans l'obscurité, les sapeurs de combat travaillent avec des outils silencieux et des gestes brefs. L'objectif est simple, rendre la route évidente, dangereuse et l'itinéraire alternatif suffisamment sûr pour tenter un commandant sous pression. La route principale est rarement la seule option, car les colonnes blindées recherchent souvent des chemins de traverse et des champs ouverts pour éviter les points d'étranglement prévisibles. Les mines ne sont donc pas placées uniquement sur la ligne de progression directe. Elles sont positionnées le long des entrées de champs, des fossés peu profonds et des bords d'asphalte endommagés qui peuvent sembler être des contournements judicieux lorsqu'un véhicule de tête veut éviter une zone de destruction suspectée. Certaines charges visent à briser une chenille et à immobiliser un véhicule. D'autres sont placées pour créer la confusion, forçant les conducteurs à ralentir et à réduire leur espacement. Dans la guerre mécanisée, l'hésitation peut être plus dévastatrice qu'un coup direct. Simultanément, les équipes de drones préparent un autre type de piège, basé sur le timing plutôt que sur les explosifs. Les équipes de reconnaissance planifient des trajectoires de vol qui leur permettent de lire le mouvement des moteurs et la profondeur de la formation sans s'attarder trop longtemps au même endroit. Les opérateurs FPV restent silencieux, gardant les batteries prêtes et les ogives vérifiées, attendant le moment précis où la colonne s'engagera dans un corridor étroit. Les sites de lancement sont traités comme des positions temporaires. L'équipement est préparé pour un retrait rapide, car une fois un signal détecté, les tirs de contre-batterie peuvent arriver rapidement. Chaque transmission est courte et contrôlée, et chaque écran est assombri pour ne pas attirer l'attention. La discipline à ce stade n'est pas une option, c'est une question de survie. La préparation implique également de penser du point de vue de l'adversaire. Si le véhicule russe de tête voit une section de route endommagée, avance-t-il ou se dirige-t-il vers un terrain découvert qui semble moins prévisible? Si la colonne se resserre entre les bâtiments ou les arbres, s'étire-t-elle pour réduire les risques ou reste-t-elle compacte pour maintenir le contrôle? Chaque décision façonne la minute suivante de la bataille. Les équipes ukrainiennes ne se contentent pas de poser des mines, elles façonnent les attentes. Une bande de terrain dégagée peut suggérer la sécurité. Une parcelle de terre labourée peut laisser entendre des bombardements récents. De petits indices visuels peuvent guider un véhicule lourd vers un piège préétabli sans qu'un seul mot ne soit prononcé à la radio. À l'approche de l'aube, la tension monte, mais le mouvement reste limité. Les drones de reconnaissance décollent en premier pour chercher les premiers signes d'une avancée. Les équipages FPV endurent cette pression.
Un lancement prématuré gaspille la portée et expose l'équipe. Une frappe retardée risque de rater le moment où le véhicule de tête est pleinement engagé et incapable de faire marche arrière. Cette phase devient un concours silencieux d'initiative. Une partie essaie de se déplacer sans être détectée. L'autre essaie de prédire la trajectoire avant que la première roue ne tourne. Avant que toute explosion ne brise le silence, le champ de bataille a déjà été façonné par des choix. Si la décision revenait aux Russes, l'option la plus sûre serait-elle de rester sur la route principale et d'accepter un danger visible ou de s'aventurer. À l'avant se trouve quelque chose d'inhabituel. La silhouette est massive et irrégulière, des tôles métalliques formant une carapace extérieure rudimentaire autour de la tourelle. C'est le char Tortue, construit sur un vieux châssis de T-62 et enveloppé de barres d'acier soudées pour contrer les drones FPV entrants. Il ressemble moins à un char de combat qu'à un bunker mobile conçu pour absorber les risques. La formation qui le suit s'étire le long d'un corridor étroit, et ce choix détermine tout ce qui va suivre. Un axe serré permet au commandement de maintenir le contrôle et réduit les chances que les unités se dispersent. En même temps, cela crée un point de défaillance unique. Si le véhicule de tête est arrêté, les autres ne peuvent pas simplement passer. Ils doivent freiner, se compresser et attendre. Et cette pause peut se transformer en vulnérabilité en quelques secondes. Vue d'en haut, la colonne ressemble à une chaîne et le premier maillon porte le plus grand fardeau. Le char de tête choisit les virages, fixe le rythme et évalue les obstacles. Chaque machine derrière reflète ses décisions. Une erreur de calcul à l'avant ne reste pas isolée. Elle se propage vers l'arrière de la formation et force les équipages à réagir sous pression plutôt qu'à suivre un plan. Les opérateurs ukrainiens comprennent que briser le premier maillon peut bloquer toute l'avancée sans avoir à tirer sur chaque véhicule. Le char Tortue lui-même révèle le compromis que la partie russe a accepté. La cage soudée modifie les angles d'approche pour les drones et peut faire détonner une charge creuse avant qu'elle n'atteigne le blindage critique. Les couches supplémentaires peuvent réduire la pénétration et donner à l'équipage une chance de continuer à rouler. Tel est l'objectif, survivre à la vague initiale suffisamment longtemps pour atteindre le prochain bloc de bâtiment ou une ligne défensive offrant une couverture. Cependant, cette protection supplémentaire réduit la visibilité et limite la flexibilité. Les orifices d'observation deviennent restreints et le mouvement de la tourelle peut être obstrué par la structure censée la protéger. Le véhicule se transforme en un instrument lourd et peu maniable. Il peut avancer et endurer, mais il peine à réagir rapidement aux menaces latérales ou arrière. Ce n'est pas un char optimisé pour la guerre de manœuvre, mais un véhicule optimisé pour traverser un tronçon de route dangereux. L'espacement au sein du convoi suggère la prudence. Chaque véhicule garde ses distances pour éviter d'être endommagé par la même explosion. Cette décision réduit le risque de destruction en chaîne, mais augmente le temps d'exposition. Une formation plus longue passe plus de minutes dans la zone de danger. Plus de minutes signifie plus de chances pour les mines de se déclencher, pour les drones de s'aligner et pour les petites perturbations de se transformer en problèmes majeurs. Alors que le flux du drone reste stable, le convoi continue d'avancer, désormais entièrement visible et engagé sur sa trajectoire choisie. Il n'y a pas encore d'explosion soudaine, pas de frappe visible. Au lieu de cela, une tension s'installe autour d'une question simple. La machine de tête pourra-t-elle maintenir son mouvement une fois la première perturbation survenue? Dès l'instant où le char Tortue apparaît à l'écran, la bataille passe de la préparation à la confrontation, et tout dépend désormais de la capacité de cette carapace blindée à maintenir la route ouverte suffisamment longtemps pour que le reste du convoi puisse suivre. La bataille change de dimension dès que la guerre électronique russe s'active, car un convoi en mouvement est dangereux, mais un convoi capable d'aveugler les drones est bien pire.
Alors que les véhicules de tête s'enfoncent davantage vers Myrnorad, le premier changement n'est pas visible au sol. Il apparaît sur les écrans ukrainiens. La vidéo commence à trembler, puis se brouille en un épais bruit, et l'image nette qui guidait le suivi précédent devient une fenêtre endommagée. C'est ainsi que la partie russe tente de prendre l'initiative sans tirer un coup. Elle n'a pas besoin de détruire chaque drone, seulement de faire douter les opérateurs de ce qu'ils voient. Le brouillage ne se contente pas de détériorer la qualité de l'image, il attaque le timing. Les pilotes de FPV dépendent du rythme. Un flux stable permet une course rapide et un plongeon final précis. Lorsque ce flux est perturbé, le pilote doit ralentir pour éviter un crash. Et ralentir donne aux défenseurs plus de secondes pour réagir. Le convoi continue d'avancer. Pourtant, l'air au-dessus de lui devient moins lisible, obligeant l'Ukraine à choisir entre la persistance et la survie. Parallèlement, la navigation devient un problème distinct. En cas de fortes interférences, le GPS ne peut être fiable et même un simple positionnement peut dériver. Un itinéraire qui semblait simple à la planification devient incertain à l'exécution, car la couche invisible du signal est désormais contestée. C'est là que les équipages de drones ukrainiens adoptent une discipline différente, qui relève presque de la retenue. Les transmissions deviennent de courtes rafales et le silence comble les lacunes. Une impulsion rapide envoie juste assez de données pour confirmer la direction. Puis, la liaison s'éteint à nouveau. L'équipement est maintenu prêt à être déplacé, car rester au même endroit avec un signal stable est une invitation au tir de contre-batterie. Les antennes sont déplacées, les niveaux de puissance ajustés, et les positions sont considérées comme temporaires, même si les opérateurs travaillent à partir d'un abri solide. L'objectif n'est pas d'obtenir une connexion parfaite, mais de rester en vie suffisamment longtemps pour transmettre les informations clés. Puis, une seconde menace apparaît, indifférente à la technique radio. Un drone de reconnaissance russe dérive au-dessus de l'équipe ukrainienne et la détection thermique devient le véritable danger. Un corps dégage de la chaleur, même lorsque tous les transmetteurs sont éteints. Un petit geste peut toujours être perçu si une caméra recherche des formes chaudes dans des pièces sombres et des structures endommagées. À ce moment-là, la discipline électronique ne suffit plus. L'équipe est confrontée à un choix direct entre maintenir la liaison en direct et réduire l'exposition. La décision est prise rapidement et elle est brutale. La connexion principale est coupée. La priorité devient la survie humaine plutôt que le suivi parfait. Les écrans s'éteignent et la pièce semble plus silencieuse. Pourtant, la pression monte car la mission n'est pas terminée. L'élément de frappe FPV a toujours besoin de guidage et le véhicule de tête se dirige toujours vers une approche étroite où un seul blocage pourrait décider de l'issue. Au lieu d'une longue transmission, seul un message minimal est envoyé. Ce n'est pas un flux détaillé, ni un appel vocal qui pourrait être triangulé. Après cela, le silence revient et les opérateurs passent d'une posture de contrôle à celle de dissimulation. Le combat entre dans une phase plus intense lorsque la distorsion GPS commence à affecter le timing et l'équipe de frappe décide d'agir sans se fier à des coordonnées dérivantes. Les interférences déforment suffisamment le flux de navigation pour rendre chaque point de grille incertain. Quelques mètres d'erreur peuvent signifier manquer une cible en mouvement. Alors les opérateurs se fient entièrement à ce que la caméra confirme en temps réel. Le virage de la route devant le convoi devient le point d'ancrage, et le véhicule de tête n'est plus qu'à quelques secondes de le franchir. Le drone FPV est lancé à basse altitude et accélère le long du côté droit de la chaussée. Le pilote aligne le drone sur le bord de l'asphalte et une rangée d'arbres qui encadre le corridor. Le char tortue avance régulièrement vers le virage, sa cage métallique reflétant la lumière alors qu'il franchit de petits débris. La distance se réduit rapidement. Alors que le véhicule de tête atteint le virage repéré,
Le drone FPV monte juste assez pour franchir un obstacle en bord de route, puis s'incline directement vers la cage supérieure. Le premier impact est direct et violent. L'ogive détonne contre les barres soudées au-dessus de la tourelle, projetant des fragments et soulevant de la fumée dans l'air. L'explosion secoue le char et le force à ralentir, mais il ne s'arrête pas. La cage absorbe une grande partie de l'explosion et la détonation se produit à l'extérieur du blindage principal. Des flammes vacillent le long de la carapace extérieure, mais le moteur continue de pousser le véhicule vers l'avant. Le convoi derrière se resserre à mesure que les conducteurs réagissent à la frappe soudaine. Il n'y a aucun délai entre les attaques. Un second FPV est déjà en vol et approche sous un angle légèrement décalé. Il suit le même corridor visuel et reste bas pour éviter une détection précoce. Des tirs d'armes légères commencent à partir de l'infanterie postée derrière la cage, et des balles traçantes traversent la trajectoire d'approche. Le second drone s'ajuste en plein vol et vise la section arrière du char Tortue, où des évents et des lacunes structurelles sont visibles sous le cadre extérieur. Il plonge et détonne près de l'anneau de tourelle arrière. L'explosion traverse la cage et projette un éclair plus lumineux sur le pont arrière. La fumée s'épaissit et des étincelles jaillissent de la structure endommagée. Pendant un instant, le char fait une embardée, comme s'il allait caler. La carapace extérieure est tordue et une partie du cadre soudé pend lâchement de la section supérieure. Pourtant, le véhicule ne s'effondre pas. Il ralentit, mais continue de rouler, traînant le feu et les débris derrière lui. Le convoi reste en mouvement, bien que désormais compressé et tendu. 2 coups directs ont été portés en moins d'1 minute et la machine de tête est cicatrisée et en feu, mais toujours en vie. À ce stade, la question n'est plus de savoir s'il peut être frappé, mais s'il peut survivre à un autre passage. La phase finale se déroule le long d'une étroite bande de terrain longeant une lisière de forêt dense. Une fois que le véhicule de tête s'affaiblit, toute la colonne commence à ressentir la pression d'être piégée dans une seule voie. Le char Tortue est déjà en feu suite aux impacts précédents, et une épaisse fumée s'échappe derrière lui alors qu'il s'efforce d'avancer. La cage soudée est tordue et noircie, et des flammes vacillent à travers les interstices de la grille métallique. Le moteur pousse toujours, mais la vitesse diminue davantage à chaque mètre. Ce qui était autrefois une avancée régulière ressemble désormais à une machine luttant pour rester en vie. Le conducteur tente de maintenir le mouvement, car s'arrêter sur cette route signifierait un désastre. Pourtant, les dégâts sont cumulatifs. Les systèmes internes commencent à défaillir et le véhicule fait des embardées irrégulières. Le char suivant, se trouvant à une distance réduite, est incertain s'il doit dépasser ou maintenir sa position. Il n'y a pas d'accotement pour se déporter, ni d'espace sûr dans les arbres suffisamment large pour qu'un véhicule lourd puisse s'échapper. Puis, un 4e drone FPV entre dans le cadre, volant extrêmement bas le long de la lisière de la forêt pour éviter une détection précoce. Il approche sous un léger angle arrière, utilisant la colonne de fumée comme dissimulation partielle. Le pilote voit le pont arrière affaibli et s'engage immédiatement. Le drone accélère et percute directement le compartiment moteur endommagé. La détonation est plus profonde et plus violente qu'auparavant. Un éclair lumineux éclate à l'intérieur de la coque arrière, suivi d'une explosion secondaire qui projette des débris vers l'extérieur à travers la cage tordue. Le char Tortue fait une embardée une fois, puis s'immobilise complètement. Le feu jaillit maintenant de l'arrière du véhicule et une épaisse fumée noire s'élève haut au-dessus de la cime des arbres. La route est entièrement bloquée par une épave en feu qu'aucun autre char ne peut écarter rapidement. Le véhicule de tête, construit pour survivre au drone, est devenu une barrière pour sa propre formation. Le chaos se propage le long de la colonne. Les conducteurs freinent brusquement et les moteurs rugissent alors que les équipages tentent de créer de l'espace. Le 2e véhicule de la ligne hésite trop longtemps et un drone FPV plonge sur lui en quelques secondes. L'explosion endommage son anneau de tourelle et ses optiques externes, forçant l'équipage à fermer les écoutilles et à arrêter le mouvement. Un 3e drone frappe un char plus en arrière, touchant près du blindage latéral, juste au-dessus des chenilles. L'explosion endommage sa mobilité et le véhicule dévie légèrement,
rétrécissant encore plus la voie. Un autre drone FPV attaque un véhicule blindé plus près de la lisière de la forêt, détonant près de sa section arrière et enflammant le carburant. Les flammes se propagent rapidement et ce véhicule s'arrête également, ajoutant à la congestion. L'infanterie russe réagit sous une pression extrême. Certains soldats tirent avec leurs armes personnelles vers le ciel, visant les formes bourdonnantes au-dessus de la fumée. Des balles traçantes montent en arcs désespérés. D'autres sautent de leur véhicule et courent vers la lisière des arbres, cherchant un abri parmi les troncs et les broussailles, abandonnant les positions exposées sur les blindés. Des drones intercepteurs russes, lancés plus tôt, reviennent dans la zone, tentant de localiser et d'éperonner les aéronefs ukrainiens. Le ciel devient encombré et chaotique, rempli de fumée, de débris flottants et de drones rapides se croisant. Les équipes de guerre électronique tentent d'intensifier le brouillage une fois de plus, inondant le spectre d'interférences dans un effort pour briser les liaisons de contrôle. Les écrans clignotent et les signaux se dégradent, mais plusieurs drones ukrainiens ont déjà terminé leur mission. Au moment où le brouillage s'intensifie, plusieurs chars sont endommagés ou en feu, et la route est effectivement scellée par les épaves. Ce qui avait commencé comme une poussée mécanisée, contrôlée le long d'une lisière de forêt, s'est effondré en une formation immobilisée sous un assaut aérien soutenu. Le char Tortue, conçu pour survivre dans un environnement saturé de drones, est maintenant un obstacle calciné à l'avant, derrière lequel les véhicules blindés sont à l'arrêt, sans espace de manœuvre, exposés dans un corridor étroit, où chaque seconde augmente le risque d'une nouvelle frappe. Ce qui s'est passé près de Myrnorad envoie un message glaçant. Ce combat ne commence pas par l'artillerie et ne se termine pas par un duel de chars. Il commence par qui voit en premier, qui reste caché le plus longtemps et qui maintient l'élan lorsque la route se transforme en piège. Le char Tortue de la Russie montre une adaptation forcée, car les cages soudées et le brouillage intense sont traités comme le prix à payer pour tout mouvement sous la pression des drones FPV. L'Ukraine, elle, répond par une adaptation inverse. Lorsque le GPS est peu fiable et que les liaisons s'effondrent, les équipages se tournent vers des repères visuels, des trajectoires de vol basses, des rôles divisés et un silence strict. Puis ils frappent au moment où le véhicule de tête perd sa mobilité et que toute la colonne se bloque derrière lui. C'est le véritable changement sur le champ de bataille. L'acier compte toujours, mais le signal et le timing décident désormais si une avancée devient une percée ou un embouteillage de véhicules en feu. Le prochain chapitre est déjà en train de s'écrire. Si Myrnorad se transforme en une véritable zone de pression, la Russie enverra-t-elle davantage de blindés, acceptant la perte de puissance de plus? Ou changera-t-elle son approche pour éviter ces points d'étranglement? L'Ukraine gardera-t-elle une longueur d'avance avec de meilleurs drones anti-brouillage et des tactiques de marquage plus intelligentes? Ou le spectre deviendra-t-il si saturé que même le guidage visuel échouera? Partagez vos prédictions dans les commentaires. Pour une analyse claire du champ de bataille, abonnez-vous à l'Échiquier Global.